Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. Buongiorno a tutti, un piacere ritrovarvi. Non, je sais, mon accent m'a trahi. Vous êtes bien dans une version française du podcast de la Terre à l'assiette. Je vous rassure, je n'ai pas prévu de réaliser toute l'interview de mon invité du jour en italien, car heureusement pour moi, il s'exprime aussi bien dans la langue de Molière que dans celle de Dante. Il manie les mots avec autant de talent qu'il pétrit le pain. Adriano Farano est à la fois journaliste et boulanger. Il est le fondateur de la typique boulangerie Pane Vivo, 49 rue de la Chine, dans le 20e arrondissement à Paris. Il a fait de Pane Vivo un véritable laboratoire de panification engagé. Ce Napolitain d'origine est un véritable explorateur de nos temps modernes. Il nous racontera comment son aventure entrepreneuriale a démarré à Stanford en 2010 et comment il est devenu, en quelques années, prof à Sciences Po. Il est aussi l'auteur du livre extraordinaire que vous devez obligatoirement acheter, Je ne mangerai pas de ce pain-là, après une enquête de plus de 3 ans sur les traces du véritable pain qui serait, selon lui, sans gluten. On va évidemment en parler, alors andiamo. Une émission présentée par Christian Rogoubi. Cher Adriano, raconte-nous un petit peu la source de ton identité. Elle vient où, d'où, bien sûr italien, mais toute cette dynamique que tu as. Oui, voilà. Alors j'étais à l'époque expatrié en Californie. Comme tu l'as dit, j'avais eu la chance de gagner, après une carrière dans le journalisme, une bourse de recherche sur ce sujet à l'université de Stanford. Et j'avais comme ça, un peu pour m'amuser, construit un four en argile dans mon jardin, dans lequel je faisais des pizzas et du pain, puisqu'on avait beaucoup d'invités. Le dimanche, souvent, les gens voyaient ce pain et me disaient « Ah, je ne mange plus de pain parce que ça me fait mal au ventre ». D'autres qui n'en mangeaient plus pour des problèmes de diabète, ou parce que le pain aujourd'hui fait grossir. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, alors que ça a été la base de notre alimentation pendant des siècles, voire des millénaires, que ce pauvre pain soit autant le bouc émissaire, entre guillemets, peut-être, de cette alimentation qui a muté d'une certaine façon, comme un mauvais virus. Et là, effectivement, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai remis ma casquette de journaliste, parce qu'entre-temps, j'étais devenu entrepreneur dans la tech. Et j'ai entrepris, sans vraiment me rendre compte, une enquête très personnelle qui a donné donc le livre « Je ne mangerai pas de ce pain-là ». Et à l'issue de ça, entre-temps, on est revenu en France avec ma femme et mes enfants. J'ai décidé d'ouvrir Pane Vivo pour proposer un pain qui fait du bien. Donc tout un chemin, et tu as continué ta carrière de journaliste Alors, pas vraiment, si ce n'est que j'enseigne à l'école de journalisme de Sciences Po. Voilà, et que le journalisme reste comme ça, une fois qu'on l'a attrapé une mauvaise maladie, j'ai toujours cette curiosité d'essayer de ne pas me contenter de ce qu'on me dit, mais de gratter un petit peu pour essayer de trouver un petit peu la vérité sur c'est un mot aujourd'hui qui est plus tellement à la mode, mais pour moi, à partir du moment où on fait une enquête, on fait des recherches, on peut encore aujourd'hui pouvoir distinguer le vrai du faux. Et force est de constater que dans le domaine de la boulangerie, il y a beaucoup de faux. Ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que tu touches aussi à quelque chose de fondamental, qui est là, justement le vrai du faux. Et Dieu sait si dans l'information aussi, aujourd'hui, c'est difficile. Et toute la démarche, qui est celle d'ailleurs que je retrouve dans ce que vous faites au Collège Cuillère de France, qui est avant tout de se poser des questions, oui, d'être curieux à la fois du métier des autres. Oui. Et c'est véritablement la base même du journalisme. Oui. C'est du vrai journalisme, oui, en tout cas. Oui, c'est l'idée de refuser la facilité. Voilà. Et je pense que c'est vrai pour la plupart des informations en général, et c'est d'autant plus vrai quand on parle de bonne chair, de nourriture, de gastronomie, d'alimentation. Ce qu'on veut nous vendre comme la doxa, souvent, ce sont des foutaises. Donc, prenons un exemple. Aujourd'hui, vous rentrez dans une boulangerie artisanale. Déjà, le mot artisanal devrait nous donner des informations. Il nous donne des informations sur la démarche qui est celle du boulanger ou de la boulangère. Or, aujourd'hui, tout ce que cela représente en vrai, quand on a vraiment gratté, ce n'est que le fait que le pain soit fait sur place. Très bien, sauf que moi, sur place, je peux faire plein de choses. Je peux faire aussi du poison. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui, par exemple, on analyse l'indice glycémique même du pain complet, il est à 85, c'est-à-dire supérieur à celui du Coca-Cola.
Je rappelle que l'indice glycémique mesure la vitesse avec laquelle le glucose arrive dans le sang, donc plus cet indice il est élevé, moins on est rassasié parce qu'il y a le glucose qui va bombarder nos vaisseaux sanguins et donc on développe tout un tas, ou on peut développer en tout cas tout un tas de maladies, dont le diabète par exemple. Donc quel pain est celui-là qu'on nous propose aujourd'hui s'il a un indice glycémique supérieur du Coca-Cola, et je parle du pain complet. Figurez-vous le pain blanc. Ouais. C'est encore pire. Donc c'est encore pire. Donc ça pose tout un tas de problèmes qui sont non seulement de l'ordre, on va dire, médical et nutritionnel, mais culturel également. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas en train de parler de n'importe quel aliment, on est en train de parler de l'aliment de base, qui est celui d'ailleurs qui, dans notre culture et dans la religion de beaucoup de personnes en France, c'est l'aliment qui est censé rassasier. Or, voilà, aujourd'hui, il ne rassasie plus et c'est un vrai problème. C'est certainement le symbole de l'évolution de notre société, voire de la dégradation de notre société, parce que tu dis, c'est très intéressant, surtout au Collège Culinary de France, où vous vous appelez artisan, oui, militant de la qualité. Vous avez redéfini ce que veut dire le mot artisan. Or, c'est tout sauf la facilité et la rapidité. Exactement. Or, ce que tu décris magnifiquement dans ton livre « Je ne mangerai pas de ce pain-là », c'est que dans les boulangers qui travaillent beaucoup, c'est aussi une façon de faire rapidement du pain. Oui, tout à fait. Et je pense que ce n'est pas un hasard si on a rajouté militant de la qualité, parce que le mot artisan, tout seul, n'aurait pas conféré suffisamment de valeur à la démarche qui est celle des hommes et des femmes qui animent ce réseau. Ce que nous retrouvons par exemple aujourd'hui dans la plupart des restaurants, par exemple, c'est une utilisation absolument scandaleuse de sachets prêts à l'emploi pour faire un gâteau au chocolat, une pomme de terre, etc., un purée de pommes de terre rapide, et c'est souvent caché par une image de un restaurant typique, etc. Sauf qu'après, en douce, on va utiliser ces préparations. De la même façon, en boulangerie, on a parlé de l'indice glycémique, mais je pourrais faire tout un tas d'exemples. On va utiliser souvent des mix de farine. Donc, vous allez retrouver des pains, par exemple, aux graines. Donc, les gens vont se dire, super, c'est un pain aux graines, c'est un pain healthy, un pain santé. Et bien, c'est tout le contraire. Parce que, déjà, le boulanger perd la liaison avec la terre, avec le producteur, dans ces mix de farine immondes dans lesquels il y a plein d'ingrédients dedans. Et après, c'est la solution de la facilité. Donc, vous allez vous retrouver avec le pain viking, le pain nordique et toutes ces cochonneries. Oui. Et vous posez la question au boulanger, mais ils viennent d'où vos graines? C'est quoi? Bon, on ne sait pas. Et c'est un vrai problème. Alors qu'il y a encore aujourd'hui, et j'en connais d'autres évidemment dans le collège culinaire, qui se démènent pour trouver des ingrédients de qualité à mettre dans leur pain. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans un vrai artisan. Alors on va aller, quand tu vas nous décrire là, dans la deuxième partie, comment est constitué justement le pané de Pané Vivo. Mais avant, on va faire une petite pause. Toc toc, qui est là? Toc toc, qui est là? Si tu étais un animal. Si j'étais un animal, alors sans doute la lynx. Le lynx. Le lynx, qui a une très bonne vue pour essayer de comprendre, de dénicher le vrai du faux. Une saison. Alors une saison, sans doute la saison des moissons, que j'adore quand le blé est bien haut. C'est-à-dire l'automne? Non, plutôt l'été. L'été, donc, l'été, c'est vrai. Si tu vois, il y a un très beau tableau, Les Moissonneurs de Peter van Bruegel, où on voit la taille des blés qui est très haute. Et ça, ce sont les vrais blés. Alors qu'aujourd'hui, les blés modernes, ce sont les blés nains. Et c'est avec ce blé nain qu'on fait le pain qu'on retrouve dans la plupart des boulangeries artisanales. Pourquoi? Parce qu'en étant petit, il ne va pas s'affaisser et donc les rendements sont plus élevés. Mais moi, j'aime bien quand le blé est haut. Oui, c'est très, très intéressant. En plus, on peut jouer à cache-cache. Si tu étais un mot? Si j'étais un mot, pain, pane, si possible vivant. Un des 5 sens. Un des 5 sens, alors le toucher. Le toucher parce que j'ai toujours aimé le côté tactile et c'est d'ailleurs grâce à cette matière vivante que j'ai pu justement à un moment donné de ma vie me reconvertir et récupérer, retrouver ce goût des choses et de la matière. Pétrir le pain. Voilà, c'est ça. Il y a rien de plus beau. Ouais. J'aime bien, tu as une formule, tu dis maintenant j'enfourne et j'informe. Et j'informe. C'est génial. Exactement. Si tu étais une boisson? Si j'étais une boisson, alors je dirais le bon café
celui qui... Italien. Alors, issu de machine italienne, pourquoi Oui, pas. machine. Il faut savoir que récemment, justement, l'adresse que tu mentionnais tout à l'heure, le 49 rue de la Chine, on l'a transformé dans un coffee shop où on sert un café de spécialité qui, moi avant, je le prenais avec du sucre. Il n'y a pas besoin de mettre du sucre parce qu'il y a un équilibre parfait entre amertume et acidité. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, justement sur l'explication de tout ce qui est une des valeurs clés du collège, de la transparence, et qui est vraiment ton chemin. Là, donc, tu as commencé à nous expliquer. Est-ce que tu peux nous dire comment le Pane Vivo est fabriqué, d'où viennent les graines, etc. Puisque c'est toute une recherche, c'est une démarche qui n'est pas évidente, parce qu'il a fallu que tu ailles chercher à tous les niveaux. C'est ça. Une fois que j'ai décidé de comprendre comment faire un pain qui fasse du bien, je n'avais pas encore décidé de me reconvertir. Je faisais du pain à la maison. Ma femme était ravie parce que la cuisine explosait avec toutes les farines possibles et imaginables. Et en fait, je testais et puis je me disais, mais moi, j'ai beau tester moi-même au niveau du goût, des parfums, de l'aspect fermentation, mais il faut que je puisse savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai fait une chose qui, moi, me paraissait complètement banale, qui était tout simplement d'aller voir un laboratoire pour leur demander d'effectuer des analyses sur le gluten présent dans ces échantillons de pain. Et donc là, surprise, on prend les 35 variétés de blé anciennes, les plus cultivées en Italie et en France, et on va analyser et on va voir qu'en fait, il n'y a plus qu'une seule dont le gluten se dégrade vraiment complètement. Elle s'appelle Russello, et c'est cette farine qu'après, j'utilise toujours pour faire mon pain. Et Russello, c'est issu de quel type de graines qui est cultivé où ? C'est cultivé en Sicile, D'accord. et c'est donc une variété ancienne de blé dur. Elle est toujours cultivée ? Toujours cultivée. Alors, il faut savoir qu'en Sicile, aujourd'hui, tu as 52 variétés de blé ancien qui sont toujours cultivés, c'est-à-dire plus que le reste de l'Italie et la France ensemble. D'accord. Et il y a pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie tradition de biodiversité céréalière qui n'est pas nouvelle et qui remonte même à l'époque grecque, voire un peu avant. D'ailleurs, dans le parc archéologique de Selinunte, donc dans la province de Trapani, on va bientôt replanter du Russello. Ce sera une belle opération qu'on va faire avec eux, avec notre meunier là-bas, pour pouvoir donner à voir, quand les gens vont se promener et voir ces temples grecs qui sont parmi les plus beaux du monde, aussi le blé que pouvaient manger leurs ancêtres. D'accord. Donc, tu es parti de ces graines-là ? Exactement. Et ensuite, alors, c'est le début, parce que comment tu fais après ? Alors ensuite, il faut moudre. Donc ça, c'est la deuxième étape dans la filière blé, farine, pain, c'est la mouture. Alors aujourd'hui, la mouture, pareil, vous avez la voie de la facilité, qui est donc celle de ce qu'on appelle les cylindres métalliques, qui ont été inventés vers la fin du 19e siècle pour produire de la farine blanche en masse. Voilà, de façon beaucoup plus rapide. Nous, on ne va pas faire ça. On va faire une mouture à la meule de pierre. La mouture à la meule de pierre va permettre de mieux préserver tous les bienfaits du grain de blé, notamment ce qu'on peut retrouver dans le son et surtout dans les germes de blé. Et là, on en vient à une autre arnaque, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en boulangerie artisanale le pain complet. Parce que moi, je te dis complet, ça devrait vouloir dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire prendre l'intégralité du grain de blé. En fait, on va amputer du grain de blé ce qu'on appelle le germe de blé, qui est sa partie, comme par hasard, la plus précieuse. Et après, ce même germe de blé, on va se le retrouver sous forme de compléments alimentaires, de produits pour les cheveux, pour la peau, parce que c'est un super aliment qui contient des huiles essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisme et du cerveau. D'accord. C'est pour ça qu'on est tous bêtes aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a plus de germes de blé dans notre pain. Et donc, nous, bien évidemment, on va demander à notre meunier, tu gardes le germe de blé dans la farine, même s'il faut payer plus cher, parce que donc il y a toutes ces propriétés. Et in fine, la troisième étape, ça va être la fermentation. Donc au niveau de la fermentation, pareil, vous avez la voie de la facilité, qui est celle d'utiliser la levure de boulanger fraîche. Nous, on va utiliser du levain naturel. Donc la différence, c'est quoi ? C'est que la levure, c'est un seul micro-organisme standardisé, reproduit en laboratoire, qui permet au pain de lever en 1 heure. Le levain naturel,
c'est un peu plus le bordel, c'est un peu anarchique, c'est jusqu'à 200 micro-organismes différents, d'accord, donc d'espèces différentes, qui vont être en compétition entre eux pour pouvoir donc manger les sucres, extraire les sucres des amidons du blé. Après, comme toute fermentation, il faut savoir que la fermentation, disait un grand biochimiste, est une forme de digestion par des êtres minuscules. Bien sûr. Ils vont manger. Et qu'est-ce qu'on fait, toi et moi et eux? Après avoir mangé, on fait des petits rots ou des petits paix. Et ça, c'est la fermentation. Donc, l'air est éjecté et ça permet ensuite, le gluten va la piéger, cette air, et ça permet à l'amide de lever. Donc, c'est magnifique. Sauf que ça prend au moins 10 heures. Ah oui. Voilà. Là où ça prenait Une heure. Voilà, donc évidemment... Donc, à tous les stades, on voit qu'il y a la voie de la facilité, c'est-à-dire l'industrialisation, et la voie naturelle. Mais je dirais, Christian, que c'est toujours dans la vie, c'est comme ça. Bien sûr. On a toujours un... On est au cœur de... Voilà, c'est dans la vie, dans l'artisanat. Et donc, le problème, donc là, pareil, tu regardes, mais c'est quand même embêtant. Tu as là aussi une autre arnaque, c'est ce qu'on appelle le pain au levain. Parce que toi, tu vas en boulangerie artisanale, tu dis « Bonjour, je voudrais du pain au levain », on va te le donner. Sauf que, quasiment dans la totalité des boulangeries françaises, le pain au levain est un faux pain au levain. C'est-à-dire, c'est un pain dans lequel, oui, il y a du levain, bien sûr, monsieur, mais ils vont rajouter aussi de la levure derrière. Pourquoi? Pour aller plus vite. Bien sûr. OK? Alors après, si tu vois le revers de la médaille, parce qu'on pourrait te dire « Non, mais attends, mais il y a des gens encore qui font du levain naturel ». Bien sûr. Donc, à Paris, sur 2500 artisans, ceux qui vont faire du levain naturel exclusivement, sans ajout de levure, on les compte sur les doigts d'une main. D'une main. Avant, je disais de deux mains. Mais j'ai découvert depuis qu'il y en a plusieurs, je ne vais pas faire des noms, qui ont cédé à la voie de la facilité. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la filière éducative. Depuis les années 70, ce n'est plus demandé pour obtenir son CAP boulanger de maîtriser l'art du levain 100% naturel. Depuis les années 70. Donc on a perdu quasiment 2 générations de boulangers. Alors encore une fois, il y a des passionnés encore qui le font. Mais en France, c'est peut-être une cinquantaine sur 35 000 boulangeries. Initialement, tu avais voulu proposer ça, et tu as proposé ça d'ailleurs au grand chef de la gastronomie. Et puis le Covid est arrivé par là. Tu continues, il continue. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ton pain aujourd'hui. Tu continues, mais il a fallu aussi, pour des raisons tout simplement économiques, que tu élargisses un petit peu. Tu as ouvert au grand public. Tu as la boutique dans le 20e. Dans le 20e, 49 rue de la Chine, qui aujourd'hui ne fabrique plus de pain, mais qui est devenu un petit peu un coffee shop dans lequel on va servir du café de spécialité, dont je parlais tout à l'heure, 49 rue de la Chine. Ensuite, on a déplacé la fabrication, mais aussi on fait de la vente au 20 rue Albert Thomas, près de République. Oui. Nous avons également la boutique que tu connais. Rue très bien, Léquin. puisque alors moi je dois dire juste un témoignage, je ne mange plus que ton pain réellement, mais non mais c'est pas simplement pour te faire plaisir, mais alors, constat vraiment époustouflant, ton pain m'a fait maigrir. Non mais c'est époustouflant. Alors qu'on dit, je disais tiens, il fallait que je perde un tout petit peu de poids, ton pain m'a fait maigrir. Alors il y a 2 raisons pour ça. Alors déjà, au niveau de l'indice glycémique. Parce qu'en fait, l'indice glycémique, nous sommes la seule boulangerie en France à avoir mesuré in vivo, c'est-à-dire avec des prises de sang, on a fait une étude clinique, l'indice glycémique est faible. On est à 48,6 contre 85 pour le pain complet. Deuxième chose, c'est le gluten. C'est un gluten qui va se dégrader, donc il est moins inflammatoire. Souvent, on a des problèmes de gonflement de ventre qui ne sont pas forcément dus à une prise de poids, c'est plutôt le ventre qui gonfle. Et ça peut être léger. Mais en fait, là, on va donner un peu une trêve à notre membrane intestinale qui en a marre, franchement, d'être bombardée tous les jours par notre même système immunitaire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est des réactions auto-immunes qui, des fois, peuvent être, entre guillemets, bénignes, mais qui sont quand même des réactions auto-immunes. C'est-à-dire, le système immunitaire va se retourner contre soi-même parce qu'il est inflammé. Écoute, passionnant. Il faut qu'on vienne de suivre tes cours. J'invite les auditeurs, auditrices à aller, sinon à Sciences Po. Je sais pas, tu donnes des cours. Non, mais en fait, c'est sur Instagram. Sur Instagram, je partage des petites vidéos éducatives. C'est passionnant. Panéligo. On va passer maintenant à une deuxième rubrique, justement, en toute transparence, pour te poser rapidement quelques questions. C'est fromage ou dessert? Renaître dans le passé ou dans le futur? Souvent, notre pain, c'est un peu, on va l'appeler un pain ancestral, mais moi, faire un pain du passé ne m'intéresse pas. Je veux que ça soit le pain du futur.
qu'on fasse. Et pour ce faire, il faut une alliance entre semences ancestrales, panification au levain naturel, mais aussi la science moderne pour faire les analyses et pouvoir trouver donc comment faire ce pain. Logique ou émotion? En tant que journaliste, je dirais surtout la logique pour pouvoir essayer. Mais en même temps, quand on fait les choses bien, je pense qu'on peut aussi remobiliser des sens, une expérience sensorielle parfois oubliée. Souvent, les gens, quand ils vont manger mon pain, vont me dire « ça me rappelle le goût du pain de mon enfance ». Une émotion. Ouais. Ouais. Vie personnelle ou vie professionnelle? Il faut trouver le bon équilibre. Et aujourd'hui, j'ai 3 enfants et je suis très content avec aussi 4 boutiques et la boulangerie. Mais c'est bon, il faut y aller, la vie est courte. D'accord. Temps court ou temps long? Temps long. Temps long, je pense que dans la vie, les bonnes choses, il faut savoir prendre le temps. Bien sûr. C'est comme le levain. Ta cuisine étrangère préférée? Alors là, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je mange la cuisine des pays où je vais. Mais j'ai toujours du mal à aller dans des restaurants entre guillemets ethniques parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours été déçu. Tu n'as pas l'authenticité du territoire qui correspond. C'est ça. Donc moi, quand je suis à Paris, il faut que je mange vraiment une cuisine bien française, bien franchouillarde. J'adore. Et quand je vais chez moi à Naples, je vais aller vers une pizza napolitaine, même si elle me donne souvent mal au ventre. Mais ça, c'est un autre problème. Alors pour terminer, dernière partie, comment est-ce que tu conçois tes relations de coopération avec tes producteurs, enfin ceux qui font les graines, etc. Comment tu conçois? Est-ce que tu as des collaborateurs aujourd'hui et comment tu conçois la relation avec eux? Alors c'est pour moi un pain qui fait du bien doit se baser sur des relations basées sur le bien aussi, sur le bien-être. Donc que ça soit au niveau de l'équipe, il faut le plus possible que cette équipe soit bien et qu'en même temps, elle soit compétitive. Les deux choses ne sont pas à exclure. Et de l'autre côté, avec les producteurs, on essaie de faire les choses vraiment en s'y prenant à l'avance. Parce qu'il faut savoir que dans les marchés, aujourd'hui, surtout des matières premières, il y a tellement de fluctuations, il y a vraiment le principe des vases communicants. Donc, pour te donner un exemple, quand tu as une sécheresse au Canada, les Canadiens vont débarquer en Sicile, ils vont débarquer sur tous les marchés du blé mondiaux et ils vont rafler tout ce qu'il y a. Donc si toi, tu n'as pas fait ton boulot avec les producteurs à l'avance, eh bien évidemment, tes prix vont augmenter énormément. Surtout pour un pain comme le nôtre, qui est un pain plus cher que, on va dire, la moyenne, 20-30% à peu près. Quand on a commencé, c'était 50%. Mais en fait, pourquoi le prix de notre pain a augmenté beaucoup moins que les autres? C'est parce qu'on a fait ce travail avec les producteurs. Et tu arrives à développer avec les producteurs des relations différentes, personnalisées ou pas? Oui, en quand fait, même. on a, aujourd'hui, nous, on n'achète pas dans les Arrangis, chez Métro. On est quasiment qu'en circuit court. Pour les épices, par exemple, on passe par les épices Shira, qui eux-mêmes ont des fournisseurs. Donc parfois sur les épices, on n'est pas directement en contact avec les producteurs, mais mais pour le blé, oui. Pour la fleur de fenouil sauvage qui est dans notre pain Esmeralda, qui est une vraie merveille, et ça c'est l'ingrédient le plus cher qu'on a, c'est un produit, la fleur de fenouil sauvage, c'est comme le safran, on l'appelle un peu le safran vert parce qu'il faut l'accueillir à la main. C'est une production hyper confidentielle, on est obligé de faire ça. Dans les relations avec les producteurs, avec les collaborateurs, il y a aussi la relation avec le grand public. Oui. Tu sais qu'on a donc l'association Manger Citoyen qui est parallèle au Collège Cuillère de France, qui s'adresse aux citoyens sur mangercitoyen.org. En fait, moi je m'aperçois, et là il y a plein de choses évidemment à faire, que quand j'achète du pain chez toi, je peux le garder 15 jours. Et ça, c'est époustouflant. C'est-à-dire, le pain ne rassit pas. Ouais. Il durcit un petit peu, etc. Mais bon, conservé. Donc, et donc, là, il y a vraiment toute une sensibilisation et qui ne passe que par l'utilisation. C'est ça, voilà. C'est ça. Et là-dessus, il faut vraiment expliquer aux gens parce que souvent, ils ont été habitués à acheter du pain, trancher avec la trancheuse et après le mettre au congélateur. Et il faut batailler tous les jours parce que très souvent, j'ai des gens qui me disent « je le veux trancher ». Alors, on a un couteau, on peut vous le trancher, mais ce serait dommage. C'est comme aller chez son primaire, acheter 1 kilo de pommes et dire « vous pouvez m'éplucher les pommes ». C'est tellement dommage parce qu'il va s'oxyder, il va sécher, il faut le trancher au fur et à mesure. Mais c'est des mécanismes comme ça, d'habitude. Et pareil, la facilité. Non, c'est facile, mais c'est tellement meilleur à partir du moment où on peut réintégrer, réapprendre ces habitudes que nos ancêtres connaissaient hyper bien. Bien sûr, bien sûr.
Je voudrais aborder un dernier moment qu'on appelle, nous, la moutarde te monte au nez. La moutarde me monte au nez. En ouvrant le pot de moutarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui te scandalise, sur lequel tu as, justement, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'univers dont tu parles, il y a plusieurs choses là que tu as évoquées d'ailleurs, sur lequel tu aimerais mettre l'accent? Oui, je reviendrai sur le problème des pains aux graines en expliquant que, par exemple, voilà, on a une imposture. Voilà, une imposture qui joue aussi sur l'envie de bien faire des gens qui se disent « Ah moi je vais acheter du pain aux graines, ça va être meilleur pour la santé, etc. » Alors, le problème avec la perte du lien avec le producteur, quand on ne travaille pas en circuit court, qu'on achète ces sacs, ces mix de farine, ça peut être aussi des fois que l'ingrédient, non seulement il est entre guillemets industrialisé, mais qu'il peut être dangereux. Exemple, 2019, il y a eu 303 typologies de pain vendues en grande surface qui étaient contaminées à l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, c'est quoi? C'est l'ingrédient principal de l'arme chimique la plus utilisée pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le gaz moutarde. Ah oui. On parle de la moutarde. Oui. Et il y en avait beaucoup de stocks qui étaient restés, et donc on s'est dit, puisqu'il tue toute forme de vie, on va l'utiliser comme fongicide. Donc depuis les années 14-18, en fait, on utilise ça sous forme de spray. La Commission européenne s'est rendue compte vers la fin des années 70 que si on consommait cet oxyde d'éthylène, même en petite quantité, n'importe quelle femme qui en mangeait par exemple tous les jours serait devenue infertile. Donc il y a une législation pour interdire l'oxyde d'éthylène. Sauf qu'on s'est rendu compte en 2019 qu'il y avait 303 références de pain qui en contenaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la contamination de la filière bio du sésame indien. Alors, à ton avis, pourquoi on va te vendre du pain multigraine avec 4 graines, 5 graines, 6 graines, 7 graines, qui dit mieux? Parce que tout ingrédient, comme tu sais, en dessous de 5%, n'a pas besoin d'être déclaré au niveau de son origine. Bien sûr. Tu vois? Oui. Et alors, dans ces pains, tu en avais qui étaient signés par des meilleurs ouvriers de France pour Monoprix. Ah oui, bien sûr. Voilà. Sauf que une chose, c'est de rappeler des voitures, parce que tu as la liste de tous les gens qui ont la voiture, s'il y a un problème technique. Bonne chance pour rappeler les pains. Des pains. Et donc, qui sait tous ces gens toutes ces femmes qui ont mangé ces pains entre guillemets contaminés, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on se plaint des taux de fertilité. Personne peut voilà. le faire. Et là, attention, on pouvait le déclarer sur les supermarchés, mais les mêmes fournisseurs de farine sont les mêmes que des boulangeries artisanales. Sauf que les boulangeries artisanales, évidemment, il y a beaucoup moins de traçabilité. Donc voilà, c'est un casse-tête et effectivement la moutarde monte. Voilà. Écoute, merci en tout cas et merci à toi de toutes ces informations qui sont passionnantes. Est-ce que en confidence, avant de se quitter, tu aurais un restaurant à conseiller à nos auditeurs, auditrices ou un producteur qui te paraîtrait intéressant justement? Alors moi j'adore, en plus ils font partie du collège Abil. Oui, voilà, près de République d'ailleurs. Oui. Alors, le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas notre pain, mais les produits sont extraordinaires et j'arrête pas d'envoyer des amis parce qu'en plus, le rapport qualité-prix est extraordinaire. Le chef vient d'être médaillé pour le meilleur chou farci de France. Merci de cette information. Écoute, Adriano, dans 15 jours, nous recevons Bénédicte Poiseau. Ce nom ne te dit peut-être pas grand-chose et pourtant, c'est elle qui fournit les poulardes à toutes les grandes tables de France. Tiens-toi bien, elle s'est lancée dans cette aventure à 50 ans. Ah oui. Ouais. Une trajectoire absolument passionnante que nous aurons le plaisir de découvrir lors du prochain épisode. Génial, j'ai hâte. Merci. J'ai hâte de saucer aussi dans la poularde. Ah oui, excellent. Merci. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.